Fabio Rinaldi, je voudrais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est ce réseau BigMat? BigMat, donc c'est un réseau de distributeurs en matériaux de construction, négociants en fait, qui s'est créé en 1981 dans l'est de la France et qui aujourd'hui regroupe presque une centaine d'adhérents, 325 points de vente en France et un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et tout à l'heure, quelqu'un a mentionné que la coopérative sait aussi se développer à l'international. Et si cette très belle histoire est née en France, elle a su aussi développer ce modèle dans plusieurs pays d'Europe, puisque nous sommes en Espagne, en Portugal, en Italie, en Belgique, en République tchèque et en Slovaquie. Voilà. Et donc, ce sont plus de 10 000 emplois, plus de 1000 points de vente en Europe. Et presque 600 adhérents. Donc c'est un modèle qui, au cours de presque de ce demi-siècle, va partir d'une expérience humaine, pour le coup des hommes qui se sont dit, au fait, et si on se mettait ensemble pour mutualiser, pour mieux acheter, pour faire des choses en commun. C'est parti dans une région, dans l'Est, la vôtre. Et puis aujourd'hui, elle s'étend et on a dans un modèle où on a un ancrage très fort, des réunions aussi régulières localement dans les régions, mais au national et un colloque international. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire qui a grandi pendant ce demi-siècle. Alors comment ça se passe quand on devient adhérent de BigMat? De quel dispositif on peut bénéficier? Alors la précision, c'est que moi je ne suis pas adhérent puisque notre organisation est qu'il y a un conseil de surveillance et le choix de la gouvernance a été de dire nous on est dans nos négoces et puis on confie quelque part les rênes, la partie opérationnelle et stratégique à toute une équipe. Néanmoins on travaille main dans la main et puis conseil de surveillance comme son nom l'indique, il nous surveille. Et donc voilà, donc ce travail est mené je dirais conjointement avec nos adhérents. Comment devenir adhérent, ce qui est intéressant, c'est que j'ai cherché, lorsque le thème était entreprendre en coopérative, je me suis dit, mais quelle est la différence entre entreprendre en coopérative et entreprendre? Voilà. Vous avez parlé de groupes traditionnels, d'entreprises traditionnelles. On dit souvent chez nous de groupes intégrés. Et en fait, on se rend compte que on a beaucoup de personnes qui, d'une part, ont besoin d'échanger. Et puis, ils se sont rendus compte que tout seul, et c'est de plus en plus d'actualité aujourd'hui avec les sujets qui nous entourent, tout seul, c'est très bien, mais j'ai un moyen à travers la coopérative de rester mon propre patron, tout en bénéficiant des moyens que l'on peut avoir dans un groupe beaucoup plus puissant. Voilà, et donc on clarifie bien lorsque les personnes, on a une approche avec des adhérents potentiels, on clarifie bien ce qui est de l'ordre de l'indépendance et qui restera indépendant. On le dit bien parce que certains nous disent mais oui, mais est-ce que quand je vais mettre BigMat, on va pas se dire ça y est, j'ai été racheté et je suis plus le patron? Non, vous êtes toujours indépendant. D'ailleurs, c'est l'inverse. Vous devenez actionnaire de BigMat. C'est vous qui venez quelque part nous contrôler. Donc, vous restez indépendant au niveau capitalistique, au niveau financier, au niveau de votre organisation, au niveau commercial. Par contre, vous allez bénéficier de tout la force de la coopérative, c'est-à-dire sur les achats. Dans notre cas, encore une fois, à l'origine, c'était des négociants, donc c'est sur les achats. C'est plus de 500 millions d'achats, 600 millions d'achats par an. Si je suis tout seul, que j'achète 10 millions, j'ai pas le même poids, et de moins en moins, face à la concentration qui peut s'opérer sur notre marché. C'est une communication avec une marque. Une marque, c'est un actif important. On met des années à constituer cette marque. Ça a une valeur forte. Et tout ça, ça se fait très rapidement en adhérant dans notre groupement. Voilà, donc en fait, c'est bien expliquer la limite entre l'indépendance et l'interdépendance et le bénéfice d'avoir ces deux notions quand on est qu'on adhère à un groupement coopératif comme BigMat. Il y a des résultats d'ailleurs ou des bénéfices particuliers qui sont rendus possibles ou amplifiés par le fait d'appartenir à une coopérative? Comme je le disais, quand un chef d'entreprise est seul, alors on a comment dirais-je, chez nous, ça va d'un point de vente, un coopérateur pour avoir un point de vente jusqu'à 20-25 points de vente. Donc, on a un grand écart et on a un exercice qui est parfois périlleux, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde. Et donc, on fait comprendre que plutôt que d'être, encore une fois, d'être seul, vous allez réaliser
cette mutualisation des achats va vous permettre le bénéfice, c'est la bottom line, c'est quelque part, vous allez dégager, ou même en marge brute, vous allez dégager de meilleurs résultats parce que vous allez mieux acheter. Par contre, il y a un prix de marché, donc vous allez vendre au prix de marché, mais vous allez gagner sur vos achats. Donc un. Deux, vous allez faire des économies sur vos dépenses, et notamment j'ai entendu parler de RSE tout à l'heure, enfin de sujets autour de la RSE, on n'a pas entendu parler du digital, mais si moi je suis seul et que je dois créer mon site, faire de la vente en ligne, créer des bases de données, tout ce qui est numérique, ça va me coûter très cher. Alors que si je le mutualise, quelque part, je fais appel au service de l'enseigne. Oui, ça, c'est tout à l'heure, The Originals. Voilà, je dirais que ce sont un peu les essentiels, le basique. Ouais. Et puis après, quand j'adhère les gains aussi, encore une fois, c'est de bénéficier de services à tiroir. J'ai entendu parler de RH, de formation. J'ai besoin, je fais appel à la centrale, quelque part, tout a été travaillé par les équipes. Sollicité pour des questions juridiques. Vous avez un sujet autour de baux commerciaux, de droit social. Lorsque vous avez besoin, vous faites appel à ces services au niveau de l'enseigne. Ils sont existants. Ouais. Il faut simplement de faire un mail ou prendre son téléphone. Lorsque vous êtes indépendant, eh bien, vous allez appeler un avocat. Vous savez, comme moi, quand un avocat il met en route le chronomètre, ce que ça vous coûte. Voilà. Donc, il y a des gains en termes de mutualisation, donc de réduction de certains coûts. Et puis, il y a la valorisation de la marque qui permet, encore une fois, on l'a beaucoup entendu, localement, la marque Big Mat, là où nous sommes implantés, on voit que les parts de marché sont beaucoup plus élevées. Tout simplement parce que vous êtes un acteur local important. C'est le chef d'entreprise. Je crois que c'était la personne qui était à ma place à Granville. C'est le chef d'entreprise qui le matin dit bonjour aux clients. Nous, on a même le chef d'entreprise qui parfois va livrer le client. Vous voyez, lorsque un point de vente, il y a 5 personnes, si le chauffeur est malade, absent, le chef d'entreprise va le faire. Et on sait que le chauffeur est souvent le premier commercial représentant de l'entreprise. Donc, il y a une proximité qui est extrêmement forte et qui amène, je dirais que c'est un ensemble, il n'y a pas un gain type, il y a plusieurs gains cumulés qui font que c'est un modèle gagnant. Et on l'a vu d'ailleurs, oui. Et on l'a vu d'ailleurs ces 5 dernières années avec ce qu'on a pu vivre, différentes situations. Je voulais vous poser la question justement, est-ce que vous croyez que c'est un modèle qui est plus résilient qu'un autre quand on traverse une crise économique ou sanitaire par exemple? Je pense que je n'opposerai pas les modèles entre un modèle traditionnel ou intégré et le nôtre. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est sur une échelle très courte de ces 5 dernières années, ces 2 crises, la première, la sanitaire qu'on connaît tous, on a vécu, je dirais, sur une concentration de très peu de jours, en une semaine, on a bien vu les priorités du monde coopératif, puisque notre fédération regroupe plusieurs enseignes comme Big Mat, et puis des groupes intégrés, je dirais, qui vont de groupes du CAC 40 à des groupes appartenant ou des sociétés appartenant à des fonds. Dans nos teams pour savoir s'il fallait fermer nos magasins ou pas. Nous étions à un secteur qui était considéré, qui pouvait rester ouvert en fait, indispensable, donc très bien. Mais sauf que le monde indépendant disait oui, mais moi mes collaborateurs, ils me disent qu'on est en guerre contre le Covid et pourquoi moi je dois venir travailler. Le monde indépendant disait alors on va fermer. Et très rapidement, les autres ont dit, attendez, je pense que c'est une grosse erreur. Et on a vu une divergence d'approche, une très humaine d'abord, et l'autre un peu plus économique. Bon, et on s'est rendu compte que ceux qui ont réagi très vite, qui ont fermé mais réouvert, ce sont les indépendants qui se sont adaptés, mais très et qui sont... Ouais. Je ne veux pas dire qu'on voudrait revivre la même situation, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons réagi très vite et simplement et naturellement. Ouais, nous avions même au sein des équipes, ce qui prouve la proximité avec nos équipes, des collaborateurs, à l'inverse, qui après réflexion, et quand ils ont vu le risque pour la pérennité, parce qu'on ne savait pas combien de temps tout cela allait durer, disaient, mais non, en fait, nous, on veut travailler, on va s'adapter. Voilà, donc ça c'est une différence. Et puis quand on regarde plus récemment, enfin en ce moment, je dirais que nous sommes encore dedans, la crise économique, eh bien on voit que le modèle indépendant, encore une fois, c'est violent pour nos adhérents de dire, écoute, l'activité va baisser, il va falloir que tu réduises ton personnel. C'est très dur parce qu'ils sont très très proches. Ouais. Et puis c'est eux. C'est leur entreprise, c'est leur image. C'est souvent une entreprise familiale avec plusieurs générations. Et donc, c'est un sujet qui est très sensible.
Et donc là, on a vu la différence entre une capacité quand même à s'adapter et puis des exigences qui ne sont peut-être pas celles d'un groupe intégré qui doit rendre des comptes, qui publie des résultats, voire même qui a des actions en bourse où on va regarder la bottom line et on va regarder surtout le taux le résultat. Chez nous, bien sûr qu'on est extrêmement vigilant, puisqu'on doit assurer la pérennité et cette crise, on va la passer, parce qu'il y a deux secteurs qui sont primordiaux, c'est se nourrir et se loger. Donc on va en sortir. Et c'est vrai que le modèle coopératif n'a pas les mêmes, je dirais, les mêmes priorités et donc les mêmes réactions, et on le voit. D'ailleurs, le modèle coopératif, toutes les crises, 2008, d'ailleurs si on reprend sur les 20 dernières années, notamment sur l'alimentaire, vous êtes mieux placé pour le savoir, le modèle coopératif n'a jamais été, la courbe n'est jamais passée en dessous de celle du modèle traditionnel. Jamais. Ouais. Voilà. Dominique Schelcher, qu'est-ce que vous pensez de cette capacité de résilience du modèle coopératif? Mais j'y crois complètement, bien évidemment. Je ne peux que partager ce qui vient d'être dit et je vais vous donner un exemple très précis qui me revient. En fait, depuis que je suis président, moi je vais de crise en crise, ça date de 2018, les gilets jaunes, le Covid, etc., etc. Mais j'ai un exemple très précis sur le Covid, sur notre résilience. En fait, les indépendants s'adaptent site par site à la réalité de la situation, tant sur le plan commercial qu'à l'époque sur le plan sanitaire, protection pour les clients, etc. Et donc, par exemple, moi, j'étais à Fessenheim, à 20 minutes de Mulhouse, on était au cœur, c'est là que finalement le Covid est apparu avec, vous savez, l'histoire de l'église évangélique qui s'était propagée, et très vite, c'était très grave, très vite, il y a eu des morts chez nous, etc. Et donc, on avait mis la protection maximum. Mais à l'autre bout de la France, à Biarritz, où au fin fond de la Bretagne, il n'y avait rien, les protections, quand on en parlait, les collègues me disaient, mais ça sert à quoi, il faut quoi, etc. Donc, ils ne l'ont pas fait. Par contre, j'ai discuté quelque temps plus tard avec un patron de groupe intégré qui me dit, nous, on a fait une erreur. Parce que quand tout ça a démarré, on a décidé dans un bureau des mêmes protections pour toute la France, alors qu'à Biarritz et en Bretagne, il n'y en avait pas besoin. Et ça a été contre-productif pour leur commerce. Vous voyez? Donc ça, c'est l'illustration parfaite de notre capacité d'adaptation site par site. Fabio Rinaldi, il y a quand même aussi, il n'y a pas que des droits, il y a aussi des devoirs quand on devient adhérent d'une coopérative. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors ça c'est un gros sujet, parce que sur le papier, c'est facile. Les droits, les devoirs, le règlement intérieur, les chartes, elles sont toutes signées. Par contre, et on a fait l'exercice une fois, on l'a montré à notre conseil de surveillance, on a dit, voilà les droits et devoirs, y compris le vôtre d'ailleurs, parce que le conseil de surveillance signe une charte. Et là, il y a un blanc, parce qu'on se rend compte que même si nos adhérents sont engagés, même s'ils sont attachés à l'enseigne, en fait, c'est un mal un peu français, c'est que oui, effectivement, il faut faire ça, mais quand c'est chez moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, c'est très difficile et j'ai vanté toutes les vertus du modèle coopératif. Chez nous, je dirais que ce petit caillou dans la chaussure nous fait perdre parfois un peu de temps. On y met beaucoup d'énergie. Et on le rappelle, nous avons un mode de fonctionnement qui, je crois, est assez libre, entre guillemets, malgré ces chartes dans notre groupement. Nous n'avons pas de système de tiers-temps ou autre. Je dirais que nos adhérents viennent lorsqu'on les sollicite. C'est une vie que l'on a ensemble. En fait, on a un mélange des genres, c'est-à-dire qu'on a une expertise métier terrain, et on s'appuie sur cette expertise en travaillant ensemble. En revanche, ils n'ont pas d'obligation, il n'y a pas de règles de participation. Nous n'avons pas de directeur financier ou RH qui est un adhérent. Voilà. Donc, c'est aussi un peu la difficulté que nous avons, mais elle est complètement assumée et elle fonctionne très bien. Mais c'est vrai que lorsque l'on dit que dans le mode coopératif, vous devez d'abord convaincre et ne pas contraindre, alors chez nous, c'est exacerbé. C'est à chaque fois qu'on a un projet, qu'on prend une décision, le résultat, en fait, à la limite, c'est aussi très valorisant. Parce que si on réussit, c'est qu'on a vraiment réussi et bien fait le job et on a réussi à convaincre. Si on oblige, là, on est sûr que c'est un échec assuré. Merci beaucoup. On va entendre maintenant Magali Chocteau. Magali, bienvenue. Vous êtes tout nouvellement élue administratrice de la coopérative Running Conseil, il y a 2 semaines à peine, je crois, c'est ça? Ça fait 1 mois, oui. 1 mois.
Alors, je voudrais qu'on reprenne depuis le début. Vous avez repris avec votre conjoint une boutique de running, Boutique Marathon, qui est une institution dans le monde du running parisien. Quelle expérience d'entrepreneuse vous aviez avant ? Alors déjà, je voudrais commencer par en effet relater l'histoire de Boutique Marathon, qui est une institution de la vie parisienne pour tous les runners. Je pense que dans cette salle, certainement, il y en a et ont entendu ce nom. C'est Raymond Corneau qui avait créé ce magasin en 1979. C'était le premier magasin de running, spécialisé running en France. Cette dame, elle a couru avec Catherine Switzer à l'époque où les femmes n'étaient pas autorisées sur les compétitions officielles. Elle a couru avec des sabots aux pieds, en fait. C'était à peu près ça, ce qu'ils avaient à l'époque. Et quand elle a fait le marathon de New York en 1978, elle a découvert que les chaussures là-bas étaient quand même un petit peu plus confortables. Elle a décidé de tout arrêter, de quitter les assurances dans lesquelles elle était et de monter son magasin. Et cette femme s'est consacrée entièrement à ça toute sa vie. Pour revenir à votre question, donc je n'avais pas d'expérience entrepreneuriale auparavant. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, mis à part moi, le fait que je sois fille d'entrepreneur, que j'ai fait une école de commerce et puis que j'ai travaillé dans les 16 années où j'étais salariée en industrie, dans l'informatique ou dans des cabinets d'audit, j'ai travaillé comme si j'étais dans ma propre boîte. En fait, quand on a repris le magasin avec mon mari en 2012, quand Raymond a décidé de partir à la retraite, et ben voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Moi, à l'époque, j'étais vraiment en back-office. J'avais 3 jeunes enfants à la maison, donc le deal avec mon mari, c'était que je sois juste là en soutien administratif et comptable. Et puis peu à peu, je me suis prise au jeu et c'est la crise Covid qui a fait tout basculer. Parce qu'on a rencontré évidemment des difficultés. Déjà avant la crise Covid, le commerce n'est pas simple. Et je pense que mon mari s'était un peu épuisé. Et le fait qu'il délaisse le management et la gestion d'entreprise m'a donné l'opportunité, moi, de prendre la suite. Ouais. Et depuis 2 ans, en fait, je dirige le magasin. Et vous n'avez pas tout de suite rejoint le réseau coopératif Running Conseil, c'est venu après. Pourquoi vous avez pris cette décision finalement ? Alors, le réseau Running Conseil, en fait, à la base, a été créé par Raymond Cornoux et 10 autres magasins indépendants de France en 1995, puisqu'on vient de fêter nos 30 ans. Parce que mon mari donc avait travaillé avec Raymond depuis 2002 et en 2007, ils ont fait le choix de quitter le réseau pour divergence au niveau digital. En fait, le réseau ne souhaitait pas que Raymond crée son propre site internet pour vendre ses produits sur le net. Je n'ai entendu que parler d'indépendance depuis tout à l'heure, je ne comprends pas. Chacun est indépendant, non ? Oui, bien sûr, mais voilà, il y a eu une divergence de point de vue et donc voilà, Raymond a décidé de quitter le groupement à ce moment-là. Et en fait, nous, donc on a repris en 2012 et tout de suite, assez rapidement, ça a commencé à se tendre, le marché. Les marques nous livraient difficilement. On était obligé de se battre contre les pure players du net. Donc là, vous avez ressenti le besoin quand même d'être à nouveau soutenu ? Et on a rejoint en 2015 la coopérative de nouveau. Ça vous a apporté quoi ? Eh bien, déjà de se sentir soutenu, de faire partie d'un ensemble de gens qui pensent comme nous, d'avoir des pairs, de pouvoir négocier des choses avec les fournisseurs. Et puis aujourd'hui, concrètement, c'est vraiment la mutualisation des outils. C'est par exemple, là, moi j'ai recruté un jeune qui venait d'un autre magasin, il était déjà formé à tout, c'est formidable. C'est l'entraide, la solidarité, on échange des bons procédés, on échange les produits. Quand un client particulièrement veut telle chaussure, telle pointure, telle couleur, c'est plus rapide de l'obtenir dans un des magasins du réseau plutôt que chez le fournisseur. C'est le bénéfice d'un rayonnement national. On a tous l'enseigne Running Conseil et ça nous apporte du poids. C'est aussi une saine concurrence, je dirais, puisqu'on a une soirée des awards une fois par an où il y a des prix à gagner sur la communication, etc. On se motive les uns les autres à avancer. Et puis, je dirais surtout, là, c'est la mise en place, par exemple, d'un protocole d'accueil du client qui est commune et qui nous permet d'accueillir au mieux nos clients et tous de manière semblable. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir administratrice ?
J'avais ce besoin d'apprendre à connaître mieux les gérants de tout le réseau, d'être au cœur des décisions. J'avais envie d'apprendre à mieux connaître le marché, puisque moi, en fait, je me sens moins légitime que mon mari dans l'affaire. Et en plus, je porte une démarche RSE. Voilà, j'avais pour ça envie de faire partie de ce conseil d'administration. Et alors justement, expliquez-moi, la coopérative, elle regroupe aujourd'hui 74 magasins. Comment on concilie la diversité des profils et des attentes de chacun des adhérents avec la nécessité de prendre des décisions collectives et uniques en fait? Alors c'est vrai que comme vous le soulignez, tout le monde est différent et chaque adhérent a son ancienneté dans la coopérative, de par aussi la zone géographique dans laquelle ils évoluent. Nous avons par exemple des magasins qui sont près des grandes chaînes de montagne qui vont évidemment avoir une part de chaussures trail beaucoup plus importante que nous qui sommes en plaine. Donc il faut réussir à faire avec tous ces profils différents. Il y a aussi des personnes qui ont du mal à accepter et qui sont un petit peu réticents aux nouveautés qu'on peut apporter, à l'utilisation des outils. Et ben voilà, c'est du compromis en permanence. Il faut s'adapter à chacun et faire avancer quand même les choses. Dominique Felcher, est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet? On a parlé tout à l'heure des droits et des devoirs. C'est pas évident en fait de faire avancer tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de vérifier que chaque adhérent a un esprit collaboratif avant tout? C'est toute la limite, je partage. Donc nous, chez U, on a aussi un cadre très, très libre, voilà, on fixe le minimum de limites. Et ça me fait penser à un moment. En fait, pour devenir associé chez U, il faut absolument faire une formation au bout de laquelle on est validé. Et donc moi, j'interviens à toutes les remises de diplômes pour passer un certain nombre de messages. Et les messages que je passe à ce moment-là, justement sur les droits et devoirs, c'est je leur dis, soyez des bons entrepreneurs, des bons gestionnaires. Il y a 15 ans en arrière, on pouvait être parfois un peu moyen, mais il y avait une telle croissance que ça passait. Ça, c'est fini. Et ensuite, je leur dis, impliquez-vous dans la vie du groupement. Bien sûr, rendez au groupement ce que le groupement vous a donné en vous donnant la chance de devenir entrepreneur. Et je leur dis une troisième chose qui est parfois un risque qu'on peut avoir dans nos réseaux, c'est alors chacun reste indépendant, mais il y a quand même beaucoup de services qu'on propose et de concepts, etc. Et donc parfois ça devient un peu confortable. Et je leur dis, ne devenez jamais client de la coopérative. Ne devenez pas, voilà, ne devenez pas client, ne vous sentez pas dans le confort, mais vraiment restez coopérateur interdépendant. Restez coopérateur. Ça c'est le message important dans les droits et les devoirs pour moi. Merci. Je vois Guillaume Martineau à côté de moi qui hoche la tête. Oui. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, évidemment? Oui, complètement. Je rappelle donc que vous êtes adhérent et président d'ORPI, l'Organisation régionale des professionnels de l'immobilier. C'est le premier réseau immobilier coopératif en France, près de 1350 agences immobilières indépendantes. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous lancer dans ce secteur et à votre compte? J'ai fait des études de droit et j'avais travaillé avec mes parents dans une agence familiale dans le Vexin en 1992 en rentrant de mon service militaire dans la marine, et la crise avait tapé très fort. C'est-à-dire qu'on avait une agence qui existait depuis des années. Et puis en 96, j'ai un confrère que je ne connaissais pas qui est rentré à l'agence un lundi matin en me proposant de faire une affaire avec lui. Et il faut savoir que dans notre milieu d'agent immobilier, on se disait pas tellement bonjour, et sur un passage clouté, parfois, on pouvait avoir tendance à accélérer plutôt que freiner. Et puis, non, il faut dire les choses. Et puis, cette personne m'a proposé de faire une affaire avec lui. Il était à 40 km de chez nous, et je l'ai faite. Et à l'issue de cette affaire, il m'a proposé de rejoindre Orpi. Alors Orpi, à l'époque, c'était une tortue. Quand on cherche, Orpi trouve. Et ça nous a sauvés, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que en faisant ce que je fais aujourd'hui, c'est de rendre ce que j'ai reçu. Parce que j'ai découvert un univers où on n'était plus tout seul, on pouvait partager ses doutes, ses réussites aussi, mais en 96, on partageait surtout beaucoup de doutes parce que c'était difficile. Et en fait, d'avoir rencontré ces gens qui, autour de moi, avaient de l'expérience depuis des années, ça m'a aidé à développer mon entreprise. Et donc, moi, je suis tombé dans la marmite, en fait, par hasard, même si je ne crois pas trop hasard, mais il est rentré, j'ai eu ce panneau. Et puis, ça fait maintenant des années que je comprends l'utilité de travailler ensemble, et surtout dans les périodes de crise, c'est d'être unis. Alors, ce que j'entends de Fabio ou de Dominique,
c'est que on a les mêmes problématiques partout. C'est que la notion d'engagement, là, avec Yannick Signès, qui est un des administrateurs de la coopérative, on fait le tour de France en ce moment. On va à la rencontre de tous nos associés, parce qu'on se rend compte de ce besoin de se réengager. Alors on est tous coopérateurs, on a tous des règlements, on a tous une volonté de bien faire, mais on sent aussi qu'en ce moment, il faut réenthousiasmer un peu tout le monde. Donc la coopérative, c'est jamais gagné, c'est jamais acquis. Donc voilà, c'est Spano, c'est cette personne qui m'a fait rentrer. Vous aviez jamais songé avant à rejoindre une grande enseigne comme Century 21 par exemple? Non, parce que quand j'ai fait mes études de droit, j'avais un prof qui nous avait dit dans 20 ans, les agences immobilières indépendantes c'est fini. Bon, il était assez précurseur. Des modèles comme Century sont des modèles de franchise où on vous dit il faut mettre le bureau comme ça, il faut faire comme ça. Enfin, tout est organisé. Donc c'est un modèle respectable aussi, mais moi, ça me correspondait pas. Et dans une franchise, on est avant tout libre. On peut se développer, comme le disait l'intervenant de Granville, Maël. Il y a une forme de liberté avec des règles. Donc c'est assez technique une coopérative parce qu'il faut fédérer en permanence, il faut rassembler, il faut convaincre. Mais non, c'est un modèle intéressant. Fabio, vous vouliez... On est actionnaire dans la coopérative, on ne l'est pas dans la franchise. Non, et puis nous en plus... Et puis non seulement nous sommes actionnaires, enfin l'adhérent est actionnaire, mais c'est un adhérent, une voix, quel que soit son dispositif. Et nous, le Orpi est géré par 8 agents immobiliers, 2 femmes, 6 hommes, et nous avons nos propres agences. C'est-à-dire que moi, je suis dans les Landes, à Cap-Breton. Hier matin, j'étais à mon point d'agence à 9h. C'est-à-dire que je mets un point d'honneur le lundi et le vendredi à être dans mes agences parce que je veux pas être déconnecté de la réalité. Ah oui. On a livré beaucoup d'outils et d'être président d'une coopérative, j'avais très peur de perdre ma légitimité d'entrepreneur et quand je m'adresse à des collaborateurs d'Orpi, ils savent aussi que je suis dans mon agence. C'est-à-dire qu'on nous remonte en permanence ce qui va, ce qui ne fonctionne pas. Je suis capable de dire, par exemple, à Dominique, à VJ, vous avez repris un Super U, vous avez repris B1 qui est devenu Super U. Ma mère, qui est une grande fidèle et de Dominique, parce qu'elle le suit, me dit, tu lui diras qu'il n'y a plus de Country Store chez Super U maintenant qu'ils ont repris. C'est-à-dire qu'en fait, on est en permanence au contact de la réalité. On sait exactement... Je m'en occupe. Je t'en remercie, je lui ai promis que je lui dirai. Parce que, en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand je lui ai dit que j'allais à FCA ce matin, et j'allais voir Dominique Schelcher, elle me dit, ah oui, c'est le patron de Super U. C'est-à-dire que elle a identifié Dominique comme celui qui représente la marque Super U, alors qu'elle... Oui, les clients lambda, normalement, d'une grande enseigne, mais donc je me dis que ça veut dire que de ce qu'il porte quand il parle de Super U, ça, les consommateurs l'entendent. C'est-à-dire que nous tous, quand on parle de nos marques, on doit aussi incarner nos marques et être capable de dire que c'est pas juste du flanc. C'est-à-dire qu'on comprend la problématique de nos clients. Nous qui sommes administrateurs et qui revenons dans nos agences, pour être légitime, il faut savoir de quoi on parle. On a notre directrice communication, Laura Fayard, qui est là, qui en permanence au siège où il y a 80 salariés, on leur dit ça marche ou ça marche pas. C'est testé, c'est validé ou pas. Et c'est, je pense, qui fait la force de notre modèle aussi, c'est que les consommateurs, on peut réagir très vite par rapport aux besoins. C'était important de rester adhérent et d'être président de la coopérative en même temps? Oui, alors moi j'ai un parcours un peu atypique. J'étais vice-président du réseau, j'ai donné ma démission en 2019. Généralement, quand vous êtes vice-président, vous attendez patiemment et si vous faites pas d'erreur, normalement, a priori, vous devenez président. Mais c'était pas du tout mon souhait. Moi, j'avais envie de travailler dans le conseil de gérance, d'apporter ma pierre à l'édifice, mais j'aspirais pas du tout à devenir président. Mais j'ai donné ma démission parce qu'à un moment donné, j'ai considéré que le CODIR, nos directeurs étaient en train de prendre la main sur le conseil de gérance, c'est-à-dire que c'était plus des professionnels qui donnaient les besoins de la coopérative, mais des gens qui étaient intelligents, pas de souci, mais qui avaient une vision déconnectés un peu. Déconnectés, qui ne connaissaient pas notre métier, qui nous livraient des outils, et sur le terrain, on savait que ça marchait pas. Et j'avais tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. Ouf. Ça va. Je suis intelligent. Et à un moment donné, j'ai trouvé la seule solution pour vraiment dire attention, on va dans le mur, c'était de démissionner, ce qui en 60 ans de coopérative est arrivé 2 fois. Bon, et puis après, par des chemins détournés, je suis revenu là où je suis, mais c'est, je pense, qui m'a permis aussi d'à un moment donné, attention, si on n'écoute pas le terrain, alors on va perdre notre identité, notre ADN, on va pas être suivi par nos patrons, parce qu'il y a un peu plus de 1000 entrepreneurs, et on peut pas, il y a toujours cette opposition Paris, la région,
Et en fait, il faut rester connecté aux réalités du terrain, je pense, si on veut être légitime et entendre. Là, actuellement, avec Yannick Signès, on fait le tour de France. Là, tout à l'heure, on part à Montpellier, après-demain, on est à Aix-en-Provence. Enfin, pendant un mois et demi, on fait le tour. On va rencontrer nos associés. C'est très intéressant de voir les différences de mentalité. On était à Strasbourg le lundi dernier. Et on comprend, en voyageant en France, les différences. Mais on comprend aussi ce qui unit la France, ce sentiment actuellement de pas être forcément heureux, d'avoir un sentiment où ça c'est assez partagé un peu partout, mais d'aller dans chaque région. Eh ben, ce que disait Dominique, voilà, moi je suis dans les Landes, effectivement la Covid on l'a pas vécu pareil. Quand on entendait ce qui se passait là-haut, donc voilà, dans nos agences c'était pas la même chose non plus. Mais non, je pense que c'est important de pas s'isoler dans une fonction et de continuer à... Nous, on est élus chez Orpi. C'est-à-dire que moi, j'avais été élu il y a 4 ans. Là, on repart. Cette fois-ci, il n'y a pas de concurrent. Donc, mais c'est pas pour ça que je vais pas au contact des associés pour leur expliquer le plan mandat des 4 prochaines années, parce que la difficulté qu'on a en ce moment, c'est d'arriver à retrouver de l'adhésion. On sent que les gens ont des droits, beaucoup de droits. Et c'est pour ça que j'opinais du chef, parce que les devoirs, et ça va être tout l'enjeu des prochains mois, c'est de leur dire aussi, mais nous avons tous des devoirs. Et si on ne s'engage pas collectivement, alors des modèles qui ont fait leur preuve depuis 50 ou 60 ans peuvent disparaître parce que ça reste très fragile. Ouais. Donc c'est quelle est notre capacité à entraîner, à montrer qu'il faut travailler beaucoup, pas avoir peur de l'innovation. Donc, moi je dis toujours que j'ai l'impression de gérer un réseau de Gaulois, c'est Astérix. Ça se termine par un banquet, mais avant d'arriver au banquet, il faut se taper les 50 pages d'avant. Il y a une potion magique un peu des fois ? La potion, c'est l'ADN coopératif, je pense. Quand on tombe dedans, on s'épanouit parce que on oublie les inconvénients, enfin tout le travail qu'il y a derrière, mais on s'enrichit tellement à rencontrer les autres que c'est jamais une contrainte. Ouais. Mais avant d'arriver au banquet final, faut y aller. Alors, il faut s'engager. Oui, Fabio. Ouais, un élément que nous mettons nous aussi en avant pour quelque part attirer, devenir coopérateur, c'est la pérennité et la transmission d'entreprise. Chez nous, 60% du réseau a déjà transmis son entreprise, c'est-à-dire que c'est la 2e, la 3e génération, 4e génération. Et ça, c'est sécurisant parfois pour un chef d'entreprise qui est seul et qui voit pas forcément l'avenir avec ses enfants. Et en fait, quand on lui dit « oui, mais chez Big Mat, tu auras ou tes voisins ou des collaborateurs, et l'enseigne pourra être là pour t'accompagner de façon par des expertises, business plan, rendez-vous auprès des banques, autres, et peut-être t'accompagner même financièrement avec des aides. Voilà, donc il y a un sujet, et nous-mêmes nous avons créé une financière pour pouvoir reprendre des entreprises lorsqu'on voulait pas perdre de la part de marché. Et quelque part c'est sécurisant pour un adhérent parce qu'il est libre. Il est libre de faire ce qu'il veut de son entreprise, mais s'il n'a pas d'issue pour sa transmission, mais il sait qu'il peut se retourner auprès de son enseigne. Magali, vous y pensez déjà, la transmission ? C'est un peu tôt peut-être. Oui, c'est un petit peu tôt, mais c'est vrai que pour moi, une entreprise, c'est vraiment, ça a une âme. Une entreprise, c'est pas un objet qu'on va lâcher quand l'heure de la retraite va arriver sans se retourner. C'est d'abord une équipe. Et une équipe composée de personnes dont on connaît à peu près tout, les hauts, les bas, les enfants, les joies et les difficultés. Et puis, c'est une œuvre commune, en fait, une entreprise. Ça a traversé des difficultés, il a fallu trouver des idées géniales pour surmonter les obstacles, tous ensemble. Donc, pour moi, une entreprise, c'est... Et encore plus, je trouve, dans ce modèle coopératif où c'est plus l'entreprise juste individuelle, c'est vraiment, on fait partie d'un grand groupe, nous, Running Conseil, voilà, on est fiers de l'être. Pour moi, la transmission, le jour où elle devra se faire, ce sera évidemment pas vers un inconnu ou un financier, ce sera un membre du magasin ou un membre de la coopérative. Ouais. En tout cas, vous n'avez pas hésité à vous engager, puisque vous êtes administratrice. Pour donner un petit peu envie, on parle de devoir, et c'est vrai que c'est important de s'engager dans la coopérative. Est-ce que depuis que vous êtes devenu président, est-ce que ça vous a fait vivre aussi des expériences, des choses inattendues ? Inattendues, oui. Déjà, celle-ci. C'est-à-dire que moi, j'avais pas un parcours scolaire qui prédestinait forcément à me retrouver devant vous aujourd'hui. Et la coopérative permet de se développer en s'engageant, en travaillant. Donc, on rencontre...
Ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens différents qui ont les mêmes problématiques, de voir comment ils les ont traduits. L'enrichissement, il est permanent. Dans n'importe quelle agence où on puisse aller, on rencontre des gens qui ont des idées. La transmission, moi je suis estomaqué de voir l'attachement qu'ont les coopérateurs, enfin les employés à la marque. Vous voyez ce rond rouge que je porte là, Orpi, c'est vraiment les gens sont contents de le porter, et parce qu'il y a une envie d'être associé un jour. Donc c'est curieux. Moi, j'aurais jamais cru, quand je les voyais dans des conventions avec des drapeaux Orpi, je me disais, mais ils sont complètement frappadingues. J'avais 25 ans, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là tous? Et puis finalement, j'ai fait comme eux. Et puis je mesure, quand on fait des conventions, ça m'a frappé, la dernière convention, il y avait à peu près 2800 personnes devant moi. Il y a un effet de souffle, parce que vous sentez je peux dire que j'ai senti physiquement un souffle de gens heureux à un moment donné de partager et de se retrouver. Et on sent qu'en ce moment, le besoin de remettre les équipes ensemble, de fédérer, de faire partie d'une même famille, de traverser les crises ensemble, ça aide. Donc il y a un attachement, quelles que soient nos marques, j'imagine, à ce qu'on fait au quotidien, croiser les gens dans la rue, d'être fier de... Nous, on loge des gens, par exemple. Notre mission, c'est de loger des gens, de vous loger, où que vous soyez, quelles que soient vos positions sociales. Et quand les gens sont contents de se dire que j'ai participé à ça, donc à travers faire du business, tout en quelque part le goût de karma, en faisant du bien. Dominique, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui sont ici et qui hésitent à s'engager encore plus dans la coopérative? Alors tout d'abord, il faudra que tu me dises si ta mère veut les country chocolat ou fruits rouges. Parce que c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut tous faire pareil? Fruits rouges, mais je te vais non, mais je prends les listes. Alors qu'est-ce que je dirais? Moi, je dis toujours à mes associés, à moi, quand on s'implique dans la vie collective, en fait, on en fait largement profiter son entreprise individuelle. Quand tu rencontres les collègues, tu partages des idées, des concepts dans les réunions, etc., tu reviens dans ton entreprise toujours avec une idée, quelque chose que tu as à faire. Et moi, j'observe que souvent les collègues les plus impliqués sont souvent ceux qui ont les plus beaux magasins, parce que ils bougent, ils sont curieux, ils rencontrent du monde, comme vous avez dit, et ils reviennent différents. Donc voilà, s'impliquer dans la vie collective, c'est s'augmenter en fait. Moi je dis c'est s'augmenter, et donc augmenter au bout du compte son entreprise. Donc c'est que du bénéfice, donc il faut y aller. Merci beaucoup Dominique Schelcher. Merci à tous les trois pour ces interventions. Je vous laisse regagner la salle.